Vous connaissez certainement le quantum computing, mais qu'est-ce que cette révolution concrètement? Que va-t-elle changer pour nous? Agnieszka Bruyère, directrice de la division sécurité chez IBM France, êtes-vous prête à relever le défi de répondre à ces questions en 15 minutes top chrono? Bonjour à tout le monde, à toutes et à tous. Voilà, donc je n'ai pas les slides parce que je vais vous raconter une histoire. Donc effectivement, IBM a fait énormément d'annonces autour de quantum computing en 2017. Et j'ai rencontré de nombreux clients qui m'ont interpellé sur le sujet d'impact de quantum computing sur la cybersécurité. Donc je vais essayer effectivement de relever les défis, d'essayer de vous fournir quelques éléments de réponse. Donc tout d'abord, c'est quoi quantum computing? C'est finalement assez simple, c'est utiliser les propriétés quantum de la matière pour créer la puissance de calcul. Vous savez, aujourd'hui, nos ordinateurs classiques sont basés sur des transistors avec un langage binaire en 0 et 1. Ce qui se passe avec le quantum computing, c'est qu'on ne va plus raisonner en bits, mais on va utiliser la notion de qubits. Donc ça, c'est quelque chose de très important. On passe dans la terminologie, on va utiliser les termes de qubits. Qubits, comme la physique quantique, ont deux caractéristiques qui sont fondamentales et qu'il faut bien comprendre pour comprendre les capacités d'utilisation de quantum computing. Donc la première, c'est superposition. Donc contrairement au système binaire, un qubit peut avoir une valeur 0, 1 ou 2 à la fois. C'est quelque chose de révolutionnaire par rapport à l'ordinateur classique et cette propriété s'appelle superposition. Par ailleurs, il y a également la propriété de l'intrication. Cette propriété fait que la valeur d'un qubit dépend de l'état de l'autre qubit, ce qui fait qu'effectivement, on peut avoir énormément de variantes. Pour vous illustrer qu'est-ce que ça veut dire finalement dans la puissance des ordinateurs, aujourd'hui, un système binaire, quelle que soit d'ailleurs la puissance d'ordinateur, peut nous donner un seul état de système à un moment donné. Ce qui se passe avec l'ordinateur quantique, qu'à un instant donné, grâce à cette faculté de superposition à intrication, on va pouvoir donner des nombres d'états extrêmement importants qui seront dépendants des nombres de qubits dans un ordinateur. Vous savez, en 2017, IBM a annoncé un ordinateur quantique à 20 qubits, ce qui veut dire qu'on peut, à un instant donné, refléter plus de 1 million d'états. Donc ça, c'était une annonce qui a été faite en 2017. Et vous savez, on a créé un réseau qui s'appelle IBMQ Network, où on collabore avec les autres entreprises. Je vais vous en parler tout à l'heure pour vous donner des exemples de cas d'utilisation de quantum computing qu'on voit dès aujourd'hui. On a fait aussi une annonce en fin d'année qu'on a un ordinateur quantique avec une capacité de 50 qubits. 50 qubits, ça permet de refléter plus d'1 billiard de mémoire d'état du système. C'est très important de comprendre ces facultés-là parce que c'est ces facultés-là qui nous éclairent sur les cas d'usage de quantum computing. Quantum computing va servir à résoudre les problèmes complexes. Ça veut dire quoi un problème complexe? C'est là où le nombre de combinatoires est extrêmement important et c'est des problèmes qu'on ne sait pas traiter avec l'ordinateur classique. Les cas d'utilisation, on va dire simple, le plus classique qui vient à l'esprit, c'est souvent par exemple dans la logistique, là où on doit optimiser trouver un passage optimal avec 5 points d'arrêt. Il y a le nombre de combinatoires tellement important qu'un ordinateur classique ne sait pas le traiter. C'est Quantum qui va le faire. D'autres exemples d'applications, c'est notamment dans la modélisation financière, optimisation par exemple des portefeuilles financiers, etc. Nombre combinatoire extrêmement important qu'on va pouvoir utiliser pour l'optimisation financière. D'autres cas, c'est notamment le domaine pharmaceutique ou même dans les sciences. Vous savez qu'aujourd'hui, on ne sait pas, avec les ordinateurs classiques, on ne sait pas représenter une molécule de sodium. C'est trop compliqué, on est à 40%. Avec l'ordinateur quantique, tout ceci sera possible en fonction des nombres de qubits qui vont être intégrés dans cet ordinateur quantique. Donc ça, c'est très important. Donc cette
faculté d'utilisation de pouvoir traiter un nombre important de combinatoires fait que ça devient réellement une menace quelque part par rapport à nos moyens de chiffrement actuels. Il faut aussi comprendre qu'avec les ordinateurs classiques sont toujours extrêmement importants et pertinents dans le traitement de grosses masses de données, de faire l'exploration de ces données ou traitement transactionnel tel qu'on le fait aujourd'hui. C'est les cas d'utilisation où nos systèmes classiques s'appliquent parfaitement, ils vont durer pendant extrêmement longtemps. Par contre, le quantum va s'attaquer à des problèmes complexes. Juste pour vous dire qu'aujourd'hui, finalement, on ne parle pas encore de quantum computing universel. Ça n'existe pas encore. Il s'est dit que le quantum ordinateur universel va exister d'ici 10 ans. Ça veut dire quoi? C'est quoi les ordinateurs qu'on a à notre disposition aujourd'hui? C'est des ordinateurs quantum approximativement universels. Ça veut dire quoi? On est toujours face à un défi technologique de maintenir le qubit dans un état stable. Aujourd'hui, on arrive à le maintenir dans un état stable pendant quelques dizaines de millisecondes. Et l'objectif, effectivement, qu'on cherche à atteindre d'ici 10 ans, c'est d'avoir cet état stable le temps de traitement d'une transaction. Donc, c'est vraiment le plus grand enjeu. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a énormément d'expérimentation dans l'utilisation de quantum computing et il n'est pas encore déployé à l'échelle, on va dire, industrielle. Juste pour vous dire, pour vous illustrer les cas d'usage, on travaille dans le domaine bancaire, donc on travaille avec Barclays, JP Morgan Chase, sur tout ce qui est optimisation des modèles financiers. On travaille avec Daimler sur l'utilisation de quantum computing pour la voiture autonome. Et on travaille également avec les entreprises pharmaceutiques et ceux qui sont dans la conception des matériaux. Donc ça, c'est les cas d'usage qu'on a aujourd'hui. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez voir ça sur notre site IBM Q Network. Tout le monde peut rejoindre ces réseaux, les scientifiques, les gens qui veulent apprendre comment programmer avec quantum computing, parce qu'il faut avoir en tête que notre façon de programmer aujourd'hui va complètement changer avec quantum computing. On croit que l'avenir, de toute façon, ce sera le système hybride où on aura à la fois la technologie quantum et la technologie classique. Donc, pour revenir à la cybersécurité, vous avez bien compris, si la plus grande qualité de quantum, c'est finalement pouvoir traiter un nombre de combinatoires extrêmement important, potentiellement, on peut les utiliser pour déchiffrer, pour craquer le clé de chiffrement qu'on utilise aujourd'hui. Alors, la méthode qui est le plus exposée, qui n'est absolument pas résistante au quantum computing, c'est le chiffrement asymétrique. Vous savez, ce fameux chiffrement qui se base sur la clé publique et la clé privée. Il y a déjà, il me semble qu'il y avait une dizaine d'années, qu'on a publié une étude sur l'algorithme de Shor. C'est un algorithme qui peut être tourné uniquement avec l'ordinateur quantique, qui permet de craquer la clé publique. Ce qui fait que, typiquement, quand la technologie quantique sera vraiment accessible, tout ce qui repose sur le chiffrement asymétrique, et c'est le cas de majorité des usages qu'on fait aujourd'hui, ne pourra pas résister au quantum, ne pourra pas remplir son rôle. Je voudrais juste dire que par rapport au chiffrement symétrique, donc là où on fait exclusivement un échange de certificats privés entre les deux parties de confiance, même si le problème de transport et d'échange se pose, mais une situation théorique où il y a deux parties qui ont des clés privées, quantum pourrait, par le mécanisme de brute force, toujours essayer de déchiffrer les clés privées. On a estimé par contre que le temps nécessaire serait assez important qui rend finalement ce mode de craquage pas vraiment opérable. Et ce qu'on dit que tout simplement, il va falloir augmenter de 2 la longueur des clés pour être réellement résistant au quantum computing. Donc, vous voyez, je ne sais pas, je n'ai pas les statistiques, mais je pense que la vie telle qu'on la vit aujourd'hui, avec tous les protocoles HTTPS, etc., l'essentiel des cas d'usage de chiffrement, c'est des cas d'usage asymétriques. Donc, le vrai enjeu, donc le vrai sujet maintenant, qu'est-ce qu'on fait, nous, les professionnels de sécurité?
en matière de chiffrement pour faire face à cette capacité extraordinaire de quantum computing. Donc, IBM a commencé à travailler déjà dans les années 70. Vous savez, nous, on a notre laboratoire de recherche sur ces sujets-là à Zurich, si vous êtes intéressé de les visiter. On a utilisé le concept mathématique qui s'appelle le réseau euclidien. Donc ça, c'est un concept mathématique sur lequel on a travaillé pour construire les algorithmes de chiffrement. Quand on a commencé, et d'ailleurs moi je les ai visités il y a 5 ans, ils m'ont dit Agnieszka, c'est magnifique mais c'est inopérant. Pour pouvoir produire une clé et ensuite envoyer un message chiffré, un message chiffré serait de l'ordre de quelques mégabytes, autant dire quelque chose qui est inopérant dans la vraie vie. Depuis, on a fait pas mal de progrès, notamment en utilisant tout un tas de techniques mathématiques sur lesquelles je ne veux pas rentrer dans les détails. Si vous êtes intéressé, il faut faire une visite à Zurich, qui nous a permis de rendre cette solution opérable. Aujourd'hui, on est en capacité de produire des clés de chiffrement basées sur le réseau euclidien qui vont peser quelques kilobytes. Et le message, pareil, ça sera une charge de quelques kilobytes, autant dire, dans le monde actuel, c'est parfaitement opérable. Donc ça, c'est un premier algorithme qui est complètement post-quantum résistant. Voilà, ça c'est le terme qu'on utilise, les algorithmes post-quantum. Ce qui est intéressant aussi avec cette méthode, je sais qu'on en parle beaucoup, enfin moi j'étais très intéressée par ce sujet qui est le chiffrement homomorphique. Vous savez, je ne sais pas si c'est un concept qui vous est connu, mais c'est un chiffrement qui est assez intéressant. C'est le chiffrement qui permet de faire les opérations sur les données chiffrées. Aujourd'hui, vous savez, avec les algorithmes classiques, avant de faire un traitement de la donnée, on doit la déchiffrer, on fait le traitement et potentiellement derrière on la chiffre. Avec le concept de réseau euclidien, on peut faire des opérations sur les données chiffrées, des multiplications, des additions, et ensuite, quand on déchiffre la donnée, le résultat chiffré, quand on le déchiffre, il est parfaitement cohérent avec l'opération si on l'avait fait sur les données non chiffrées. Donc ça, c'est vraiment aussi extrêmement intéressant. Surtout, on voit les premiers cas d'utilisation, notamment dans le domaine de la santé, où les problématiques de confidentialité de données est extrêmement fort. Donc ça, je trouve que c'est un méga progrès. Et ce qui est assez intéressant, on n'en parle pas beaucoup, mais il faut savoir que cette technologie est déjà disponible. Donc, c'est un point à prendre en compte. Maintenant, ce qui se passe, est-ce que ça nous arrive aujourd'hui? Est-ce que vous avez besoin de connaître tous les algorithmes et tout ce qui se fait actuellement dans les algorithmes post-quantum? Juste pour votre information, NIST, qui est un institut américain de standards et de technologies, il a ouvert un concours l'année dernière pour que les scientifiques, les étudiants proposent des algorithmes d'encryption. Ça a été fermé, il me semble, fin de l'année dernière. Et d'ici 1 ou 2 ans, on va avoir les recommandations de NIST sur les algorithmes qui pourraient être utilisés post-quantum. Donc ça, c'est un point important. Maintenant, si on dit, est-ce qu'on doit s'y intéresser aujourd'hui? Est-ce que, je vous ai dit, le quantum universel n'existe pas déjà? Il existera peut-être dans 10 ans. Est-ce qu'on doit s'en préoccuper? Alors, premier sujet, donc Gartner, il dit qu'actuellement, 1% des entreprises globales, je ne sais pas vous dire la définition, ce que c'est une entreprise globale, mais juste pour vous donner un ordre d'idée, 1% ont décidé d'expérimenter le quantum computing. Donc, je vous ai dit, IBM a de partenariats d'expérimentation avec une vingtaine d'entreprises. Par contre, ce qu'ils disent, qu'en 2023, donc dans 5 ans, il y a 20% des entreprises globales qui vont investir dans le quantum computing. Donc, effectivement, 5 ans, c'est une échelle de temps finalement assez courte, surtout pour nos professionnels de sécurité, quand on sait combien de temps ça nous prend de mettre en place les projets qu'on a décidé de mettre. Donc, je pense et d'ailleurs Gartner évoque dans ses recommandations que c'est un sujet auquel on doit s'intéresser dès maintenant. Ça veut dire que dès maintenant, potentiellement, vos entreprises réfléchissent comment ils peuvent utiliser quantum pour résoudre les problèmes complexes. C'est quoi les problèmes complexes pour vos entreprises?
Donc, je pense que les recommandations pour les responsables, ce qu'on appelle les CTO, responsables technologiques, pour les responsables des risques et des sécurités, c'est bien comprendre l'utilisation de chiffrement aujourd'hui dans les systèmes d'information et quelles sont les dépendances entre les applications et différents usages et comment on va pouvoir les résoudre dans une époque post-quantum. Il est très important, Gartner, entre autres, recommande que les entreprises devraient dès aujourd'hui recruter des experts en programmation quantum. Parce que vous savez, les ressources, un tout petit peu comme en cybersécurité, sont très rares et de plus en plus chères. Donc, la recommandation pour les entreprises qui veulent s'y lancer, c'est vraiment dès maintenant aborder ces technologies et pas attendre la maturité absolue dans ces domaines. Je vous ai juste mis... ah oui, voilà, pardon. Alors, le bouton rouge. Voilà. Hop. C'est pas celui-là. Ah, bon. Voilà. Je vous ai juste mis le site internet IBM. Vous avez bien compris, je ne suis pas un spécialiste ni chercheuse en quantum, mais on en a pas mal, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Vous pouvez vous connecter sur le site internet IBM parce qu'on crée un réel réseau autour de quantum et toute la recherche qui est faite dans ces domaines. Si vous avez des questions, vous pouvez passer nous voir sur notre stand IBM. Il n'y a pas les spécialistes de l'encryption euclidien, mais on peut organiser des visites à Zurich où les experts, les mathématiciens qui travaillent dans ces domaines peuvent partager avec vous les avancées dans ces domaines. Voilà. J'espère que c'est plus clair maintenant pour vous, Quantum. Merci Agnieszka Bruyère qui représente la division sécurité chez IBM France. Je vous laisse passer juste par ici.